Je suis Caroline Cloutier, directrice marketing communication, accompagnée de Mathieu Houle, directeur général. Nous sommes thanatologues, passionnés de coopération et du domaine funéraire. Vous écoutez le balado de la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler des modes de disposition, Caroline. Alors, par mode de disposition, on parle ici de finalités comme l'inhumation ou la crémation. Oui, en partie, il faut faire attention parce que la crémation n'est pas nécessairement la finalité. Ah bon? Après la crémation d'une personne, il reste quand même à déterminer comment on va disposer des cendres, les cendres qui sont déposées dans une urne. Ah oui. Donc, ce n'est pas la disposition finale, la crémation. Si on commence par l'inhumation. L'inhumation, proprement dit, c'est l'action d'enterrer ou d'ensevelir un corps. Et ça se fait généralement, dans tous les cas, dans un cercueil. Exactement. Dans un cercueil, dans un cimetière. Dans un cimetière. On s'entend que c'est essentiel même que ce soit dans un cimetière, mais il y a d'autres façons de procéder à l'inhumation d'un corps, qui est par exemple la mise dans un enfeu, ou on peut appeler aussi également une crypte, dans un mausolée. Ah oui, puis on retrouve aussi des cryptes dans les sous-sols, des fois des cathédrales. Oui, c'est vrai. Certaines églises qui datent davantage, qu'il y a eu des inhumations qui ont lieu dans des cryptes là, sous les églises. Mais un mausolée, ça, on retrouve toujours un mausolée dans un cimetière, n'est-ce pas? Au niveau de la loi, c'est essentiel aujourd'hui. Il y en a de différentes grandeurs, différentes formes. Dans les grands cimetières où il y a des mausolées, souvent qui sont sur plusieurs étages, c'est des cryptes qui sont fermées avec une plaque de marbre. C'est intérieur. On peut se promener. Il y en a qui sont immenses, mais une particularité, c'est qu'on peut en retrouver aussi des mausolées familiaux dans les cimetières, des fois en région, Oui. ou même dans les grands cimetières, des fois, il y a des familles qui sont achetées un plus grand terrain puis ils vont procéder à la construction d'un petit mausolée, 4, 6, 8 ou 10 membres de la famille qui peuvent y être. Et là, il ne faut pas se tromper avec le charnier. Non, ça, c'est très important aussi. Souvent, dans les cimetières, on retrouve, dans la grande majorité, il y a un charnier qui va être utilisé. Vous savez, à l'époque, si on recule il y a 50 ans, la plupart des cimetières ne procédaient pas à des inhumations l'hiver. Aujourd'hui, c'est davantage dans les régions plus au nord ou escarpées qui n'ont pas nécessairement la machinerie. Là, à ce moment-là, les corps sont déposés durant la période de l'hiver. Le sol est gelé, mais les inhumations ont lieu au printemps à ce moment-là. Des fois, les concessions sont inaccessibles. C'est Exactement. pour ça qu'on n'ouvre pas tous les chemins du cimetière pour aller creuser la fosse. Puis si les endroits que le sol est gelé très, très profond, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteux. À ce moment-là, les gens procèdent à l'inhumation au printemps à ce moment-là. Mais dans une grande ville comme Montréal, ça, c'est pas le cas. Ben exactement. Le gel a plus autant d'impact qu'il y en avait Oui. avant aussi, mais les machineries sont beaucoup plus perfectionnées aujourd'hui pour ça. Si on parle un peu crémation, la crémation, proprement dit, c'est le fait de réduire un corps en poussière. Mais souvent, les gens se demandent, mais ils ne savent pas exactement c'est quoi cette poussière-là de cendre. Mais en fait, c'est pas de la cendre du tout. Mais c'est les particules des os. Suite à une crémation, les os se doivent d'être broyés pour être amenés en particules. Mais c'est très important de le spécifier. On va parler tantôt des modes de disposition des cendres. Il y en a un que c'est la dispersion. Les cendres d'une personne décédée, ça ne vient pas un substrat comme de la farine. C'est pas non plus l'image qu'on peut voir dans les films que c'est dispersé au vent. Ça suit la direction parfaite du vent. Il y a quelques bémols à avoir par rapport à ça. Et il y a des particules d'ossement plus gros qu'un simple grain de poussière aussi. Là. C'est important de le savoir. Alors, c'est vraiment le squelette qui est pulvérisé. Exactement. Et là, ces cendres-là on appelle des cendres, en fait, sont déposées dans une urne. Exactement. Généralement, toujours dans un sac qui, elle, était posé à l'intérieur d'une urne. Le sac, qui est généralement un sac de plastique, c'est simplement pour les protéger. Mm-hmm. On prévoit toujours le pire. Oui, une urne qui casse, par exemple. Exactement. L'urne, avec tout son fracas, ne disperserait pas les cendres. Il demeurait dans le sac de plastique qui les maintiendrait là, tous ensemble. Oui, ou une urne en bois là, qui a des petits jours. Oui, exact. Ce serait la même chose. Là. Alors, on sait qu'il y a 4 modes de disposition des cendres. Tu en as nommé une, tu as dit on peut faire la dispersion. Exact.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec des cendres? Je spécifierais juste au niveau de la dispersion, il y a un article de loi qui demeure juste importante toujours à rappeler aux gens. On pourra peut-être parler de quelques méthodes, mais il faut que ce soit dans un endroit qui ne nuit pas à personne et qui est toujours dans le respect Oui, de de la la personne, dignité de la de la dignité personne. humaine. Ouais, tu as le bon. Alors, c'est un peu flou quand même comme article de loi, hein? C'est, Le euh, c'est- respect c'est- de la dignité de la personne, pour chacun, c'est à ça, interprétation libre. ça peut porter à interprétation, donc on ne s'avancera pas trop là-dessus, mais c'est Ouais. important que les gens en soient conscients. Là. Je vais donner un exemple extrême. Ben, c'est peut-être pas le temps de faire ça au fleuve un soir des feux d'artifice de l'Auto-Québec, par exemple. Ben oui, c'est vrai que là, l'exemple est extrême, mais il est Exact, bon. exact. Dispersion, donc on a parlé Oui. le premier mode aussi, ce qui est important de mentionner à ce moment-là, c'est pas nécessairement obligé que ce soit l'ensemble ou la totalité des cendres qui soient dispersées. Souvent, les gens vont également vouloir garder un lieu de rassemblement commun aux parents, amis plus éloignés ou même proches. Tout comme que des fois, des gens qui vont préférer en disposer totalement au lac où la personne est allée toute sa vie pêcher. Mhm. Mais je réinsiste sur le fait qu'il faut toujours se rappeler que le lieu du souvenir, c'est pas que pour l'épouse ou les enfants, mais c'est pour le cercle plus grand. Donc, l'utilité d'une partie au cimetière ou au columbarium demeure un attachement là, pour toutes les personnes pour qui la personne a été importante. Ben, il faut y réfléchir vraiment avant de poser ce geste-là parce que on peut pas revenir en arrière. Une fois que les cendres sont dispersées, si on a choisi un lieu qui est difficile d'accès, comme un lac éloigné ou l'océan, j'ai entendu toutes sortes d'histoires de gens qui avaient regretté parce que après, tu as pas de lieu pour aller te recueillir. Ça, exact. Donc, quand tu as une place au cimetière avec une épitaphe, le ça fait un lieu où aller se Pour les autres. recueillir. C'est le même principe un petit peu quand les gens apportent l'urne à la maison. Ça peut être une autre No méthode de mmh. disposition, ils l'amènent à la maison. C'est correct si pour l'épouse ou l'époux, c'est important, ils en ont de besoin. Toujours dans l'idée de penser qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir besoin de se recueillir. C'est un petit peu gênant d'aller cogner chez la personne quand on a ce besoin-là. Souvent, les gens vont le faire un temps, mais sinon, comme tu t'en doutes, c'est important de prévoir pour la suite. Ça peut rendre des gens mal à l'aise aussi. J'ai vu ça dans le passé. Des gens qui n'étaient pas à l'aise d'aller chez, une personne qui avait une urne à la maison. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance Ouais. et faut penser aussi que ça, c'est une disposition qui n'est pas une finalité. Parce qu'un jour, tôt ou tard, la personne, si elle s'en va en CHSLD, elle gardait, une urne à la maison, il va falloir qu'elle s'en départisse ou, advenant le cas de son décès aussi. Donc, il faut penser à ça. Il faut le prévoir parce que sinon, cette responsabilité-là va incomber à une personne, un proche, un enfant qui, elle ou lui, va avoir à prendre cette décision-là. Au même titre, à la maison, quand les gens décident d'inhumer l'urne en terre, ce qui est important de faire attention, c'est qu'au niveau de la loi, les cendres qui sont déposées dans un contenant ne peuvent être qu'inhumées dans un cimetière. Ah bon, hein? Advenant les cas où les gens les disperseraient, puis voudraient planter un arbre ou les ensevelir sur leur terrain, il faut être conscient que le jour où la maison va être à vendre, on ne peut pas récupérer les cendres à ce moment-là. Non, alors il faut réfléchir à ça et la dernière, possibilité, ben, il y en existe d'autres, bien entendu, un peu plus, extravagantes, mais communes, là. Il y a aussi le columbarium Exact. qui a une finalité aussi parce que c'est un contrat de concession, pareil comme un lot au cimetière. Nous, à la coopérative funéraire du Grand Montréal, on parle de 25 ou 50 ans. Oui. Mais après, à l'échéance de ce contrat-là, qu'est-ce qu'on fait? Les gens peuvent le renouveler. Les gens peuvent aussi l'amener à la maison. Des fois, ça peut être à l'inverse, qui Ah oui. décident de le faire plus tard plutôt que renouveler. Mais le columbarium, comme le cimetière, c'est important de s'informer sur la durée des concessions. Aujourd'hui, tout est bien écrit dans un contrat de sépulture. Combien de temps, pour combien de personnes, qui est le prochain responsable au décès du couple, par exemple. Mais c'est important d'informer que les gens s'informent. C'est la même réalité pour les contrats de cimetière. À l'époque, dans les années 60-70, c'était vendu à perpétuité.
Oui, mais la perpétuité a une fin. Exact. Puis on ne comprend plus nécessairement aujourd'hui l'entretien. Oui. Donc, c'est important que les gens s'informent aussi parce que plusieurs ont des surprises au moment d'aller déposer un urne dentaire. Bien, soit que la concession, elle est due ou il y a les frais d'entretien à payer. Donc, dans tous ces cas-là, c'est important de s'assurer de la durabilité puis d'avoir un contrat à jour. Et souvent, les gens savent qu'ils ont une sépulture familiale, Ouais. mais ils ne savent même plus c'est qui est propriétaire. Exact. Puis le propriétaire ou le responsable est la personne qui détermine qui a droit à l'inhumation dans le terrain et qui devra s'occuper des frais au renouvellement. Donc, c'est très important de... C'est jamais le sujet le plus joyeux dans la famille. Les parents sont inhumés au cimetière. Là, qui s'occupe du terrain? Qui va couvrir les frais d'entretien? Mais de faire une mise à jour, c'est toujours important là, avant d'avoir à l'utiliser. Alors là, on a parlé de 2 modes de disposition, l'inhumation, la crémation, mais est-ce qu'il existe d'autres choses? Bien, je peux te parler un petit peu de l'aquamation, par exemple. Oui? L'aquamation, c'est la même finalité que la crémation. Là, à ce moment-là, c'est une crémation par l'eau. Le OK. corps est déposé dans un cylindre hermétique dans lequel il est déposé de l'eau et des produits qui vont faire en sorte que le corps va se dissoudre dans l'eau. À la fin du processus qui dure quand même de 5 à 12 heures, tout dépendamment du modèle qui l'appareil, est hein? utilisé d'appareil. Mais après, on a la même finalité que la crémation. Donc, les os se doivent d'être réduits en cendres, en poussière, en petites particules et déposés dans une urne. Il y a même un autre principe, je pense que tu peux nous parler, qui a la même finalité par la suite, parce qu'il y a un résidu à la fin. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'humusation, hein, le compostage humain. D'autres appellent ça la réduction organique naturelle. Et il y a 6 États aux États-Unis qui ont légalisé cette méthode. Le premier État était Washington et il procède déjà à l'humusation. C'est fait dans des unités à l'intérieur, là. C'est pas du compost extérieur du tout. Des unités et c'est vraiment fait tout en douceur. Ça prend à peu près 3 mois pour réduire un corps en un terreau fertile. De ce terreau fertile peut être déposé dans des forêts destinées pour ça, ou les gens peuvent les rapporter aussi là, pour leur propre terrain à la maison. Alors, je tiens à mentionner, ce n'est pas un procédé qui est légal au Québec. Actuellement, il y a 6 États aux États-Unis qui le pratiquent ou qui l'ont légalisé. Hein, ça, c'est 2 choses. Mais c'est une innovation, Ouais. hein, vraiment une innovation. Ça se développe également en Europe. Ça va être à voir dans le futur qu'est-ce qu'il va pouvoir se développer, mais souvent on pense que le domaine funéraire est terne, Conservateur. très conservateur, mais ça nous permet de voir. C'est un petit peu le développement durable aussi qui amène ces idées-là de nouveautés puis comment disposer de façon différente. Mais là, tu es déjà en train de nous titiller pour un prochain balado. C'est vrai, là, hein? on reparlera Le de développement durable dans un prochain balado. Vous écoutiez le balado de la Coopérative funéraire du Grand Montréal avec Caroline Cloutier et Mathieu Houle. Pour alimenter nos discussions ou entendre parler d'un sujet en particulier, écrivez-nous vos idées à accueil@cfgm.coop. Pour écouter nos prochains balados, suivez-nous sur la page Facebook de la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Vous souhaitez devenir membre ou vous avez des questions à nous poser? Communiquez avec nous au 1-877-677-2230 ou visitez notre site web au cfgrandmontréal.com.